Bonjour tout le monde, j'espère que ça marche. Vous m'entendez bien? C'est Rachel Lawali de Mobilisons Montréal, un organisme montréalais de participation et de promotion de l'entrepreneuriat vraiment local. Ce que je vais faire, vu que j'ai pris un peu le train à la dernière minute, je vais partager avec vous une expérience d'implantation d'une plateforme collaborative de crowdsourcing local dans l'Est de Montréal. Je ne vais pas trop m'éterniser sur les aspects conceptuels et de recherche et de définition, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui vont passer après moi, qui vont parler de définition et puis de concept. Alors, je vais y aller vite et je m'excuse d'avance du fait qu'à la fin de ma présentation, je ne serai pas là pour prendre des questions, parce que je cours rapidement, j'avais averti pour une rencontre dans l'Est de Montréal. Alors, très rapidement, quand on parle de crowdsourcing ou production participative ou externalisation ouverte, j'ai quand même pris une définition sur Wikipédia, la Bible des définitions participatives d'ailleurs, qui dit que l'utilisation de la créativité, de l'intelligence et du savoir-faire d'un grand nombre de personnes en sous-traitance pour réaliser certaines tâches traditionnellement effectuées par un employé ou un entrepreneur. Ces définitions-là, je les ai ramenées plus précisément à l'aspect de crowdsourcing citoyen qui m'intéresse moi particulièrement, qui consiste pour un organisme public à externaliser vers les citoyens des fonctions traditionnellement exercées en interne ou par un prestataire identifié. La créativité, les connaissances, la vie, l'argent des citoyens peuvent ainsi être mobilisés. Ça, c'est une définition que j'ai tirée d'une recherche qui a été faite par Sophie Renaud et Erwan Boutigny, qui répond un peu plus à ce qui sous-tend la mise en place de la plateforme Mobilisons Local. En passant, je parle soit trop lentement, soit trop vite. Si vous avez du mal à comprendre, vous m'arrêtez. Pourquoi Mobilisons Local? Moi, j'ai travaillé pendant les 9 dernières années en développement local, en financement d'entreprises, d'économie sociale, culturelle et privée dans les quartiers de Montréal. Et ce qu'on a remarqué, c'est que près de 90% des projets qui viennent nous voir, moi j'en rencontre à peu près 120 par année, à peine on finançait une quinzaine dans ces projets-là. 90% de ces projets ne répondaient pas aux critères des sources de financement traditionnelles, que ce soit en culture, où on a tout le temps parlé de sous-financement de la culture. Les organismes se plaignent tout le temps, même si 40% de mes fonds sont investis dans les entreprises culturelles, les gens trouveraient que c'est toujours pas assez. Et de l'autre côté, ces projets-là qui sont mis de côté parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils ne créent pas assez d'emplois, répondent souvent très bien à des besoins dans les quartiers. Mais on ne peut pas les financer. L'autre élément de statistique qui démontre la pertinence de notre plateforme à l'époque, c'est que 95% des entrepreneurs et organismes qui viennent nous voir pour du financement ont souvent d'autres besoins que du financement. Des besoins en expertise, des besoins en accompagnement ou même d'avoir des bénévoles qui travaillent pour eux. La plateforme Mobilisons Local s'insère également dans un mouvement depuis quelques années au Québec. Tout le monde parle de ville intelligente, de communauté intelligente. On a d'ailleurs déposé le projet Mobilisons Local dans l'un des projets qui ont permis à la ville de Montréal d'avoir le titre 2016 de la ville intelligente qui a été donné par un organisme américain qui met en course plusieurs villes. Et en 2016, c'est la ville de Montréal qui a remporté ce prix-là à cause de toutes sortes d'expériences de projets montréalais, dont ce projet de mobilisation citoyenne de Mobilisons Local. Un autre élément de contexte, c'est que on dit souvent en financement participatif, il y a des données, des statistiques comme ça qui sont prises pour dire qu'au Québec, les gens ont du mal à financer des projets des entrepreneurs, que les statistiques sont plus élevées dans le reste du Canada versus le Québec. Mais moi, j'ai souvent pointé le fait que
même si les Québécois ne sortent pas suffisamment d'argent par rapport aux autres provinces, en termes de bénévoles, il y a énormément de choses qui se font, au fond, qui ne se quantifient pas en argent, mais plutôt en heures investies dans les projets. Et ces chiffres-là d'Imagine Canada disent que 37% des Québécois font du bénévolat, mais seulement 25% des bénévoles offrent 75% des heures. Et souvent, les gens vont donner comme raison de ne pas s'impliquer dans des projets, le fait qu'il manque du temps, et à la famille, il faut courir tout le temps de la garderie, boulot, métro, dodo. Mais les gens sont motivés à s'impliquer si on leur offre des méthodes d'implication plus flexibles, qui ne sont pas du type traditionnel où on va s'impliquer dans les tables de quartier, dans les CA des organismes communautaires ou dans des démarches qui prennent trop de temps. Et quelles sont les raisons principales que ces gens-là soulèvent pour être motivés, les motivations qui pourraient les inciter à s'impliquer? Les trois bandes en bas, c'est contribuer à la communauté, mettre à profit les compétences et expériences qu'ils ont acquises au fil du temps, et aussi être personnellement touché par les causes. Alors, le local aussi, on n'invente rien au fond avec notre plateforme. C'est une tendance mondiale. Il y a plusieurs plateformes de par le monde qui s'insèrent dans cette vision-là. Et c'est de là que je me suis assis avec quelques collègues, conseillers aux entreprises, agents de développement local. Pourquoi on ne met pas l'aspect de cross-sourcing, innovation sociale, engagement citoyen, le mettre sur une plateforme pour concrétiser réellement un outil qui permet aux gens de s'impliquer dans des projets dans leur quartier. Et on a fait l'expérience dans l'Est de Montréal. Et Mobilisation locale, concrètement, permet à des projets qui sont portés par les citoyens ou des organismes locaux de pouvoir mobiliser du micro-bénévolat, du sous-financement. Ça peut être quand tu parles de micro-bénévolat, ça peut être des gens qui donnent du temps pour aider un organisme ou s'impliquer dans un projet de création d'un parc, par exemple. On peut mobiliser des biens matériels, un espace de diffusion culturelle peut mobiliser des tables, des chaises et des tableaux pour des décorations. Alors, toutes sortes de biens matériels sont possibles à mobiliser sur la plateforme. Quand les citoyens sont vraiment décidés à ce que le projet se fasse, les gens sont prêts à donner toutes sortes de besoins matériels que demandent souvent les porteurs de projets. Et ça vise évidemment une sorte d'engagement citoyen qui va au-delà juste de la participation citoyenne politique. Les gens veulent transformer, participer à l'amélioration de la qualité de vie dans leur quartier. Et évidemment, on sous-tend que le modèle mobilisation locale, ça s'applique à toutes sortes de secteurs d'activité dans la culture, parce que sur la plateforme, il y a autant des projets en agriculture que des projets de services de proximité, en sécurité alimentaire, en environnement et développement durable, c'est assez varié. Mobilisation locale se présente comme une communauté où on peut voir s'inscrire des citoyens, des élus, des entreprises privées ou d'économie sociale, des organismes communautaires, et permet, je me répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mobiliser autant du bénévolat, d'expertise locale, matérielle que financière. Alors, actuellement, comme je le disais tantôt, les projets sont de secteurs d'activité très variés et les citoyens qui s'impliquent aussi sous forme d'experts ou de citoyens ont une sorte de reconnaissance, dans le sens où plus tu t'impliques dans un projet dans ton quartier, plus les gens like ton profil, plus ton profil prend de la valeur sur la plateforme. Ou si tu es un professionnel dans le quartier, tu peux créer ton profil et parler de ton offre de service au-delà de t'impliquer. Tu peux peut-être avoir des opportunités d'affaires dans ton quartier. Les gens qui savent que tu offres des services, mettons en graphisme, voient que tu as donné un logo gratuit à un organisme, ils pourraient peut-être utiliser tes services et pour un autre type de besoins qui sont prêts à financer. Et on parle ici vraiment d'une plateforme hyper locale, vraiment très localisée dans l'Est de Montréal. La plupart des projets sont dans Hochelaga, Maisonneuve et dans Rosemont. Et la première année, on a quand même 100, parce que ça reste un projet citoyen,
que moi, personnellement, j'ai financé pour démontrer la pertinence et l'opportunité de donner des outils comme ça à des citoyens. On a mobilisé 450 membres, citoyens et organisations, 33 idées et projets, dont 3 projets ont été financés, et 279 supporters, des gens qui supportent clairement des projets, et des annonces de besoins en nature 18, dont 61 sont comblés. Un des exemples de projet qui a attiré beaucoup d'attention, c'est un projet qui s'appelle Hasard. C'est 12 amateurs d'art visuel dans Rosemont qui ont pu mobiliser les citoyens pour pouvoir faire leur première exposition à vie en thème d'art visuel. Ils ont été soutenus par 30 citoyens, ces 12 artistes-là. Le projet s'appelle Hasard, exposition d'art en art visuel. Exposons Hasard. La dernière chose qu'on a fait avec Mobilisation Locale, c'est qu'on a pris le même modèle de plateforme collaborative, participative, co-créative pour lancer un projet, un appel à projet il y a quelques mois à des citoyens dans l'Est de Montréal pour qu'ils proposent des projets et des idées par rapport à des enjeux déjà identifiés dans la communauté depuis quelques années. Dans les plans de développement local, dans l'Est de Montréal, il y a un problème d'accessibilité en agriculture, des problèmes en environnement, en sécurité alimentaire. On a demandé à des citoyens de proposer des projets pour répondre à ces problématiques-là. Le projet s'appelle l'Est Innove et est encore en cours actuellement parce que les projets qui ont émergé de l'appel à projet, on continue de les accompagner sur la plateforme. Et juste ce projet-là a généré 30 idées, 35 projets, près de 800 personnes mobilisées comme ambassadeurs. Le volet vote du projet a amassé plus de 3300 votes. Et puis, on a eu 345 personnes et plus qui ont participé à des activités, des ateliers, des événements jusqu'à date. Alors, ça, c'est un exemple vraiment concret de production participative de plateformes et de crowdsourcing local. Et je m'arrête là. Je ne sais pas si, vu que je m'en vais, si jamais les gens ont des questions, je peux prendre des questions pendant 5 minutes. Ou... Mais c'est vous qui animez, c'est ça? Oui, oui, je donne la parole à qui souhaite répondre. Voilà, c'est une expérience que je trouvais intéressante de partager parce que je vois là une source potentielle peut-être pour de la recherche future, de voir réellement comment on peut déployer un tel modèle, parce que le potentiel de le déployer sur l'ensemble de Montréal, voire du Québec, est vraiment là, est très fort. Alors, si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre. Sinon, j'ai aussi mes cartes là. Peut-être que quand je vais partir, des questions vont émerger. Pour le moment... Mm-hmm. Mm-hmm. Absolument. C'est une excellente question. D'ailleurs, il y a des choses qui se passent sur la plateforme, au fond, qui servent après à des organismes pour faire, pour faire un peu de lobbyisme auprès de certains programmes de financement locaux. Je donne un exemple concret.
Vous savez, les programmes de financement en économie sociale ont intégré depuis quelques années dans les critères d'évaluation l'aspect ancrage local dans la communauté, aspect partenariat des membres de la communauté au projet. On le met dans les grilles comme on met la rentabilité financière du projet dans nos calculs. Et il y a eu un projet dans Hochelaga Maisonneuve qui a une coopérative de café qui permet à des mamans avec des poussettes, parce qu'il n'y a pas de restaurant, qui offre cette possibilité-là d'aller jouer avec les enfants, d'avoir un espace pour jouer et puis prendre un bon café en même temps. Alors, ce projet-là, on l'a proposé au Fonds d'économie sociale. La première réaction du comité de financement, c'est de dire, ouais, les mamans vont venir s'asseoir, les enfants vont s'amuser, ils vont manger. Est-ce que le projet est rentable? Que le volet restauration est très concurrentiel et on ne peut pas prendre de risque pour financer un tel projet. On parle ici de subventions qui aident normalement à donner une mise de fonds, un levier financier à des projets. Alors, ce que ces dames-là ont fait, c'est de mobiliser la communauté, des gens intéressés par le projet, de lancer une campagne de sous-financement. Ça a mobilisé une centaine de personnes et ils ont ramassé 5600. Moi, ça m'a suffi comme démonstration pour convaincre le comité de financer le projet. Mais sans cette mobilisation-là, dans le quartier, sur la plateforme, et l'effort des gens intéressés par le projet, d'y contribuer, même avec leurs 20, 50 $, jamais le Fonds d'économie sociale n'aurait financé ce projet-là. Alors ça, c'est un exemple de reconnaissance de cette participation en heures, en présence dans les événements. Mais c'est vrai qu'on peut faire plus encore. Il y a plein d'implications dans la communauté qui ne sont pas reconnues par certains types de fonds qui sont vraiment très axés sur les ratios financiers. Mais bon, c'est une piste de travail. On a commencé quelque chose, c'est un projet pilote en balbutiement, mais il y a une véritable piste là pour donner de la valeur aussi à des heures que les gens donnent dans les projets. Est-ce que ça vaut autant que du financement? Parce que ces expertises-là, il faudrait parfois aller le payer sur le marché parfois. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Okay. Mm-hmm. C'est une grande question. On aimerait bien. Oui, vous voulez acheter quelque chose? Je rebondis finalement à la remarque de Michel, mais avec un regard un peu cynique, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des abus? Est-ce qu'il y a eu des cas d'abus d'usage de certaines formes ou d'autres à votre connaissance, c'est-à-dire pour les apprenants, des personnes qui ont mobilisé les ressources, la main-d'œuvre d'autres pour les faire travailler gratuitement? Actuellement, on n'est pas encore rendu à une taille de plateforme et de projet pour justement pouvoir avoir des travaux comme ça. Comme ça reste des projets hyper localisés où tout le monde connaît tout le monde. Quand tu fais le petit malin, on sait où te trouver. C'est pourquoi l'approche de la plateforme est vraiment hyper locale. Si tu veux proposer un projet dans Hochelaga, il faut que tu habites dans Hochelaga. On a fait un produit très compliqué qui n'est pas nécessairement parfois, en termes d'expérience utilisateur, très facile, parce qu'il faut que les gens soient dans les quartiers pour proposer un projet, alors que vous avez vu depuis hier, les plateformes parlent de simplicité totale, de façon fonctionnelle. Là, si tu veux que les gens utilisent la plateforme, il faut que ce soit réellement très facile. Et on a aussi, encore, j'ouvre une petite parenthèse, les organismes communautaires craignent quand même un peu ce genre de plateforme parce qu'ils se disent, si on commence par ramasser
de l'argent comme ça et de l'aide auprès de la communauté, la fameuse question du désengagement de l'État revient tout le temps. On a peur qu'on se fasse couper. Alors, donc, il y a encore des craintes. Quelque chose d'innovant, même s'ils reconnaissent tout le monde que l'État ne peut pas tout financer, il faut aller chercher des sources de financement complémentaires. Il y a quand même une crainte quand on fait des présentations, on le sent là. La question revient à chaque présentation. Alors, ça fait partie des défis. Ouais. Une autre question? Mm-hmm. Tout à fait. Parce que c'est une bonne question parce que le virtuel, normalement, ne peut pas tout faire. Et c'est souvent, les rencontres virtuelles sont souvent une prémisse à ce que les gens savent, ah ben, il y a un projet qui existe, mais on va aller voter pour le projet, on va le liker, on va commenter, mais ça va ensuite générer des rencontres dans le réel. Parce qu'au-delà du virtuel, ça prend des communautés, vraiment des gens qui se connaissent pour que des projets progressent. Oui, il y a pas mal de choses qui commencent virtuellement, mais qui se concrétisent après par des rencontres. Les gens se rencontrent dans des parcs, font des vidéos de tous les gens intéressés par le projet. Et d'ailleurs, on encourage à ce type d'action-là. J'ai répondu à la question? Ben, merci beaucoup. Donc,